Salam ma famille, c'est Chronie d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement, on a rarement vu un match avec deux visages aussi différents l'un de l'autre. Parce que quand on voit le début de match, quand on voit toute la première mi-temps, quand on voit même une première partie de la deuxième mi-temps, et quand on voit cette fin de match, ça n'a absolument plus rien à voir. Parce que sur le début de la rencontre, ok, il y a eu le but qui est arrivé très tôt dans ce match, mais au-delà de ça, c'était vraiment très pauvre offensivement, on n'a quasiment rien vu, ça faisait vraiment peine à voir. On avait du mal à voir des phases construites et des phases qui étaient bien amenées et des occasions de but. C'était complètement un autre monde par rapport à cette fin de match. On va y revenir, mais tout ça pour vous dire que, ok, on a eu ces deux visages, on a vu ces deux parties dans ce match-là, ces deux parties qui étaient totalement distinctes l'une de l'autre. Mais bien sûr qu'on va quand même parler de ce qui n'a pas été. Bien sûr qu'on va parler du côté négatif qu'on a pu voir sur quasiment l'ensemble du match. Vous me connaissez, vous savez très bien que c'est pas parce que juste le score il est flatteur que ça y est, on va s'arrêter au score, qu'on va commencer à fanfaronner, Visca Barça, etc. Non, bien sûr. Le score il est vraiment intéressant, le score il fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de se mettre en confiance comme ça sur ce deuxième match de la saison, c'est hyper important. Mais attention, parce que je vous dis, sur une grande majorité du match, il y a des choses qui sont quand même inquiétantes, il y a des choses quand même qu'il faut relever. Et pour commencer, j'ai envie de dire à tous ceux qui passent leur temps à cracher sur Busquets, tous ceux qui passent leur temps à le critiquer, j'ai juste envie de vous dire, regardez, la Busquets était suspendue, regardez, De Jong était titulaire, De Jong a joué le poste et le rôle de Busquets, regardez ce que ça a donné les gars, regardez ce que ça a donné. C'est pas facile, c'est pas t'arrives comme ça et tu prends le poste de numéro 6 au Barça. C'est pas facile. C'est très difficile d'occuper ce poste. C'est très difficile d'occuper ce rôle. Après, je dis pas le contraire. Bien sûr que Busquets, il est en fin de carrière. Busquets, il commence à s'essouffler de plus en plus. Bien sûr qu'il faut envisager petit à petit de lui trouver un vrai successeur, de lui trouver un vrai remplaçant. C'est hyper important. C'est primordial, je dirais même. Mais il faut quand même le respecter un minimum, il faut respecter Busquets. Il y en a quand tu les entends, t'as l'impression qu'ils veulent t'envoyer Busquets avec des coups de pied derrière et de le virer du club. Oh les gars, on est où? On est où sérieusement? Regardez juste ce match, regardez le match de De Jong. Il a été mis en difficulté à chaque fois que la Real Sociedad enclenchait un pressing. Faut pas déconner les gars, sérieusement, il y a une chose qu'on a pu tirer comme conclusion dans ce match. C'est que quand on a vu la suspension de Busquets, quand on a vu à quel point De Jong a été mis en difficulté pendant une grande partie de ce match et qu'il a même été le responsable du but qui a été encaissé par le Barça, ça a eu au moins le mérite de donner raison à Xavi. Quand on voit Busquets qui est titulaire à chaque match, on comprend maintenant pourquoi c'est Xavi qui est sur le banc du Barça et que nous, on est devant notre télé, tout simplement les gars. Après, je sais qu'en disant ça, je vais pas me faire que les amis. Je sais qu'aujourd'hui, l'opinion qui est à la mode, c'est de cracher sur Busquets et d'encenser De Jong et de le réclamer comme titulaire au poste de numéro 6 dans cette équipe. Mais je suis désolé les gars. Moi, j'ai rien contre De Jong, absolument rien du tout. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore prêt d'assurer totalement ce poste. Je dis pas que c'est pas le cas pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines saisons, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à l'instant T, c'est pas encore possible. Et c'est pas la première fois que j'en parle. C'est pas la première fois que je mets en garde un petit peu les problèmes de relance De Jong quand il est un petit peu mis en face d'un pressing qui est un minimum intéressant. J'en avais déjà parlé dans mon débrief du match Barça-Real il y a quelques semaines. J'avais déjà parlé de ça, même si à ce moment-là, c'est vrai qu'il n'avait pas joué en numéro 6, mais plus en défense centrale. Après, bien sûr, De Jong, c'était pas non plus le seul responsable des errances défensives du Barça dans ce match. Bien sûr, j'en ai parlé beaucoup parce que c'est lui qui était le responsable du but qui était encaissé. Mais de manière générale, la défense du Barça, c'est vrai qu'elle a encore beaucoup de problèmes. Et j'ai envie de parler encore une fois de cette absence de latéral droit, ce manque de latéral droit encore une fois qui pose problème. Parce que juste à cause du fait que tu as un manque de latéral droit, ça veut dire qu'Araujo dans ce match il était un petit peu au four et au moulin, il était mi-latéral droit, mi-défenseur central, c'était hyper compliqué pour lui. Alors qu'on sait que là où on a vraiment besoin de lui absolument, c'est vraiment dans l'axe. Mais là, il pouvait pas se permettre. Voilà, il avait cette fonction où il devait un petit peu occuper le couloir. Et donc, non seulement ça l'a empêché lui-même d'être complètement dans son match, mais surtout, ça a handicapé tout le reste de ses défenses centrales. Ça a aussi handicapé un joueur comme Gavi, qui devait à chaque fois compenser sur le couloir droit aussi. C'était vraiment compliqué, c'était vraiment un cafouillage total sur ce côté-là. Donc, encore une fois, s'il y en a vraiment besoin, ça a encore une fois rappelé l'urgence et l'importance de recruter à ce poste. Ça devient une question de, j'ai envie de dire presque de vie ou de mort pour la saison du club. Ça, c'est une chose. Deuxième chose aussi, c'est vrai que sur le côté gauche, en tant que latéral gauche ou piston gauche du côté de Baldé, c'était intéressant. On a vu des choses positives, notamment sur le but, le travail qu'il fait, il est exceptionnel. Le travail qu'il fait sur son côté gauche qui amène le but de Lewandowski, franchement, c'était incroyable du côté de Baldé. Mais c'était pas non plus totalement irréprochable. Il y avait quand même pas mal de déchets dans son jeu. On a vu par exemple la faute qu'il provoque, qui donne le coup franc à la Real Sociedad, qui donne ce but qui a été refusé pour hors-jeu, certes, mais ça donne comme ça des situations à l'adversaire. Après, je dis pas non plus qu'il y a tout qui est ajouté dans ce match, ça reste une prestation qui est encourageante, ça montre qu'il y a encore des choses à progresser dans son jeu, certes,
Et je pense que ce qu'on veut de toute façon de la part de Baldé, c'est qu'il puisse concurrencer un petit peu Jordi Alba. Et ça, je pense qu'il pourra le faire. Sur le long terme dans cette saison, il pourra vraiment le faire. Par contre, il y a vraiment un joueur qui commence vraiment à poser problème, c'est Ferran Torres. On a vraiment été beaucoup patient avec lui. C'est vrai qu'il est encore jeune, c'est vrai qu'il a fait des choses positives du côté de City, du côté de Valence. Donc, bien sûr, qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une marge de progression qui soit importante de sa part. Mais ses prestations, elles sont vraiment décevantes. Déjà, la saison dernière, c'était comme ça, mais là, encore une fois, dans ce match, c'était une prestation qui était fantomatique. Lewandowski, le pauvre, on a l'impression qu'il jouait tout seul avec Dembélé en attaque. Et justement, on sait que Dembélé, là où il est intéressant, là où il est vraiment efficace et il est hyper dangereux, c'est quand il rentre sur son pied gauche et qu'il commence à combiner avec son ailier du côté opposé. Là, il peut vraiment faire très mal. Mais là, avec Ferran Torres, c'était absolument pas possible. Il était, je vous dis, fantomatique. Franchement, tous les ballons qui lui passaient par lui, c'était des ballons perdus. Ce mec, c'était tout simplement un trou noir vivant, c'était pas possible. Et ce qui a encore plus montré l'exécrabilité de son match, c'était l'entrée d'Ansu Fati et de Rafinha. Ah non, mais là, c'était le jour et la nuit. Honnêtement, et c'est là où je vous dis que Dembélé il est intéressant. C'est quand on le voyait combiner avec Rafinha, avec Ansu Fati, qu'on voyait ses combinaisons avec Lewandowski qui venait décrocher. Ah là, c'était totalement différent. Les 4 joueurs ensemble là, mais c'était monstrueux. C'était monstrueux. Donc quand on voit à quel point ils se sont baladés sur ces fins de match, je crois que c'est plus du tout permis de voir une autre attaque que ces 4 là devant. Venez même plus me parler de Ferran Torres, de Memphis Depay, de ce que vous voulez, c'est plus possible. Et moi ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir que Lewandowski a pu marquer au moment où le Barça était dans ses temps forts, au moment où le Barça était vraiment en puissance offensivement, mais il a pu aussi marquer en début de match quand c'était encore compliqué, quand c'était une attaque qui était un petit peu difficile, et il a su concrétiser la seule occasion qu'il a eue sur tout le début de la rencontre. Et on peut quasiment dire sur toute la première heure de jeu. Et c'est ça qui montre que c'est un grand attaquant. Parce qu'un grand attaquant, il peut marquer quand son équipe, elle est dans ses temps forts, mais aussi dans ses temps faibles. Et là, pour le coup, franchement, son match, il est vraiment hyper encourageant. Et franchement, j'ai hâte de voir le Barça sur les prochaines rencontres. Et du coup, justement, on se retrouve dans quelques jours pour débriefer le match du Barça contre City, qui sera un match amical. Donc je vous dis à très très vite, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.